Les cavernes d'acier, chapitre 2. Alors, dans le chapitre 1, qu'est-ce que nous avions vu? La rencontre de monsieur l'inspecteur Lige Bailey, la rencontre de monsieur l'inspecteur avec Enderby. Et puis ensuite, la grande nouvelle comme quoi l'inspecteur allait devoir travailler avec un robot, soit R. Daniel Oliva. Il allait devoir travailler dans une enquête pour rechercher l'assassin d'un meurtre à Spacetown, à New York, en banlieue de New York, dans la ville des Spatiens, ça se passe dans le futur, à un moment où est-ce qu'il y a un grand dôme d'acier au-dessus de New York City, et un peu plus loin, il y a une ville de Spatiens, de gens qui vivent dans l'espace, et qui sont séparés des gens qui vivent sur la planète. Et donc, on continue aujourd'hui avec le chapitre 2. Il y avait, comme toujours, foule sur le tapis roulant express. Le titre est le voyage en tapis roulant express. Les voyageurs debout se tenaient sur la bande inférieure et ceux qui avaient droit aux places assises montaient sur l'impériale. Un flot mince et continu de gens s'échappait de l'express pour passer sur le tapis de décélération et de là gagnaient les tapis roulants secondaires ou les escaliers mécaniques qui conduisaient sous d'innombrables arches et par autant de ponts aux dédales sans fin des divers quartiers de la ville. Un autre flot humain, non moins continu, progressait au sens inverse, de la ville vers l'express, en passant par des tapis accélérateurs. De tous côtés, des lumières étincelaient, les murs et les plafonds, tout lumineux, semblaient irradier d'une phosphorescence non dénuée de fraîcheur. Partout, des placards aveuglants attiraient l'attention, et tels de gros verres luisants, les indications se succédaient, crues et impératives. Direction de Jersey, pour la navette d'East River, suivez les flèches, direction de Long Island, prendre l'étage supérieur. Mais ce qui dominait cet ensemble, c'était un bruit formidable, inséparable de la vie elle-même, le colossal brouhaha de millions de gens parlant, riant, toussant, criant, murmurant et respirant. « Tiens, se dit Bailey, on ne voit indiquer nulle part la direction de Spacetown. » Il sauta de tapis roulant en tapis roulant, avec l'aisance et l'adresse acquises au cours d'une vie entière passée à ce genre d'exercice. Les enfants apprenaient à sauter d'un tapis sur l'autre dès qu'ils commençaient à marcher. C'est à peine si Bailey sentait l'accélération progressive du tapis, et il avait une telle habitude de ce mode de transport qu'il ne se rendait même plus compte que, instinctivement, il se penchait en avant pour compenser la force qui l'entraînait. Il ne lui fallut pas 30 secondes pour atteindre le tapis roulant à 100 km/h, lequel lui permit de sauter sur la plateforme à balustrade et à parois vitrées qui s'intitulait l'Express. Mais il n'y avait toujours pas de poteau indicateur mentionnant Spacetown. Après tout, cela s'expliquait. À quoi bon indiquer ce chemin-là? Si l'on avait affaire à Spacetown, on savait sûrement comment y aller. Et si l'on ne connaissait pas l'itinéraire, il était parfaitement inutile de s'y rendre. Quand Spacetown avait été fondé, quelques 25 ans auparavant, on avait d'abord incliné à en faire un centre d'attraction, et d'innombrables foules de New-Yorkais s'étaient rendues là-bas. Mais les Spatiens n'avaient pas mis longtemps à stopper cette invasion. Poliment, ils étaient toujours polis, mais fermement, ils dressèrent entre eux et la grande ville une barrière fort difficile à franchir, formée d'une combinaison de services de contrôle de l'immigration et de l'inspection des douanes. Quand donc on avait affaire à Spacetown, on était tenu de fournir toute indication d'identité désirable. On devait de plus consentir à une fouille intégrale, à un examen médical approfondi et à une désinfection complète. Bien entendu, ces mesures suscitèrent un vif mécontentement.
plus vif même qu'elle ne le justifiait, et en résulta un sérieux coup d'arrêt dans le programme de modernisation de New York. Bailey gardait un souvenir vivace des émeutes dites de la barrière. Il y avait participé lui-même dans la foule, se suspendant aux balustrades de l'Express, envahissant les impériales, au mépris des règlements qui réservaient à certaines personnes privilégiées les places assises. Il avait parcouru pendant des heures les tapis roulants, sautant de l'un à l'autre au risque de se rompre le cou. Et pendant 2 jours, il était demeuré avec les émeutiers devant la barrière de Spacetown, hurlant des slogans et démolissant le matériel de la ville, simplement pour soulager sa rage. S'il voulait s'en donner la peine, Bailey pouvait encore chanter par cœur les airs populaires de cette époque-là. Il y avait entre autres « L'homme est issu de la terre, entends-tu » un vieux chant du pays au refrain lancinant. « L'homme est issu de la terre, entends-tu » c'est sa mère nourricière, entends-tu? Spatien, va-t'en, disparaît de la terre qui te hait. Sale spatien, entends-tu? Hey, ça y allait pas là. Il y avait des centaines de strophes du même genre, quelques-unes spirituelles, la plupart stupides, beaucoup obscènes. Mais chacune d'elles se terminait par « Sale spatien, entends-tu? » Fut-il riposte consistant à rejeter à la figure des Spatiens l'insulte par laquelle ils avaient le plus profondément blessé les New-Yorkais, leur insistance à traiter les habitants de la Terre comme des êtres pourris par les maladies. Il va sans dire que les Spatiens ne partirent pas. Ils n'eurent même pas besoin de mettre en jeu leur arme offensive. Il y avait belle lurette que les flottes démodées des puissances terrestres avaient appris qu'approcher un vaisseau aérien du monde extérieur, c'était courir au suicide. Les avions terrestres qui s'étaient aventurés dans la zone réservée de Spacetown au premier temps de son établissement avaient purement et simplement disparu. Tout au plus, en avait-on retrouvé quelques minuscules débris d'ailes ayant fini par retomber sur la Terre. Quant aux armes terrestres, aucune foule, si déchaînée fût-elle, ne perdrait jamais la tête au point d'oublier l'effet des disrupteurs subéthériques portatifs, utilisés contre les terriens dans les guerres du siècle précédent. Les disrupteurs subéthériques portatifs, aïe aïe. Ainsi donc, les Spatiens se tenaient isolés derrière leurs barrières, produits de leur progrès scientifique, et les Terriens ne disposaient d'aucune méthode leur permettant d'espérer qu'un jour ils pourraient détruire cette barrière. Pendant toute la période des émeutes, les Spatiens attendirent sans broncher jusqu'à ce que les autorités de la ville fussent parvenus à calmer la foule en utilisant des gaz somnifères et vomitifs. Pendant quelque temps, les pénitenciers regorgèrent de meneurs, de mécontents et de gens arrêtés uniquement parce qu'il en fallait dans les prisons. Mais très rapidement, ils furent tous relâchés. Puis, au bout d'un certain temps, les Spatiens assouplirent progressivement leurs mesures restrictives. Ils supprimèrent la barrière et passèrent un accord avec les services de police de New York, qui s'engagèrent à faire respecter les lois isolationnistes de Spacetown, et à qui ils assurèrent aide et protection. Enfin, décision plus importante que toutes les autres, la visite médicale obligatoire devint beaucoup moins draconienne. Mais maintenant, se dit Bailey, les événements pouvaient suivre un cours tout différent. Si les Spatiens croyaient sérieusement qu'un Terrien avait réussi à pénétrer dans Spacetown pour y commettre un meurtre,
Il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'il décide de rétablir la barrière, dis-je. Et ça, ce serait un coup dur. Il se hissa sur la plateforme de l'Express, se frayant un chemin parmi les voyageurs debout et gagna le petit escalier en spirale qui menait à l'Impériale. Là, il s'assit, mais sans mettre dans le ruban de son chapeau sa carte de circulation. Il ne l'arbora qu'après avoir dépassé le dernier quartier de l'arrondissement de l'Hudson. En effet, aucune personne appartenant à la catégorie C5 n'avait droit aux places assises. Pour les parcours à l'intérieur d'une zone limitée, à l'est par Long Island et à l'ouest par l'Hudson. Sans doute, il y avait à cette heure-là beaucoup de places assises disponibles, mais si un des contrôleurs l'avait vu, il l'aurait automatiquement expulsé de l'Express. Les gens devenaient de jour en jour plus agacés par le système de classement de la population en catégories distinctes, plus ou moins privilégiées. Et, en toute honnêteté, Bailey devait s'avouer qu'il partageait entièrement le sentiment des masses populaires sur ce point. Il affectait d'ailleurs non sans satisfaction de se considérer comme un homme du peuple. Le dossier de chaque siège était surmonté d'un paravent aux lignes courbes et aérodynamiques, contre lequel l'air glissait, en faisant entendre un sifflement caractéristique. Cela rendait toute conversation quasi impossible, mais quand on y était habitué, cela n'empêchait pas de réfléchir. La plupart des terriens étaient à des degrés divers imprégnés de civilisation médiévale. En fait, rien n'était plus facile que de rester fidèle à ce genre d'idées. Si l'on se bornait à considérer la Terre comme le seul et unique monde, et non pas comme un monde perdu au milieu de 50 autres. Et le plus mal loti d'ailleurs. Tout à coup, Bailey tourna vivement la tête vers la droite en entendant une femme pousser un cri perçant. Elle avait laissé tomber son sac à main et il aperçut, le temps d'un éclair, le petit objet rouge qui se détachait sur le fond gris du tapis roulant. Sans doute un voyageur pressé quittant l'Express avait-il dû l'accrocher au passage et le faire tomber sur le tapis décélérateur. Toujours est-il que la propriétaire du sac filait à toute vitesse loin de son bien. Bailey fit une petite grimace du coin de sa bouche. Si la femme avait eu assez de présence d'esprit, elle aurait dû passer tout de suite sur le tapis décélérateur le plus lent de tous. Et elle aurait pu retrouver son sac, à la condition que d'autres voyageurs ne s'en soient pas emparés, ou ne l'aient pas envoyé rouler dans une autre direction. De toute manière, il ne saurait jamais ce qu'il avait décidé de faire. Déjà, l'endroit où s'était produit l'incident disparaissait dans le lointain. Il y avait d'ailleurs de fortes chances pour qu'elle n'eût pas bougé. Les statistiques prouvaient qu'en moyenne, toutes les 3 minutes, quelqu'un laissait tomber, en un point quelconque de la ville, un objet qu'il ne retrouverait pas. C'est pourquoi le bureau des objets trouvés était une entreprise considérable. Il ne représentait en fait qu'une des nombreuses complications de la vie moderne. Et Bailey ne put s'empêcher de s'avouer qu'au temps jadis, la vie était plus simple. Tout était moins compliqué, et c'était pour cela que beaucoup de gens préconisaient le retour aux mœurs des temps médiévaux. On les appelait des médiévalistes. Le médiévalisme se présentait sous différents aspects. Pour y être dépourvu d'imagination, comme Julius Anderby, cela signifiait la conservation d'usages archaïques, tels que des lunettes et des fenêtres. Pour Bailey, cela se résumait à des études historiques, et tout particulièrement à celles ayant objet l'évolution des coutumes populaires.
Il se laissa aller à méditer sur la ville, cette cité de New York où il vivait et où il avait trouvé sa raison d'être. Elle était la plus importante de toutes les villes d'Amérique, à l'exception de Los Angeles, et sa population n'était dépassée sur la Terre que par celle de Shanghai. Or, elle n'avait pas 300 ans d'âge. Bien entendu, il y avait eu, autrefois, sur ce même territoire géographiquement délimité, une agglomération urbaine que l'on appelait New York City. Ce rassemblement primitif de population avait existé pendant 3000 et non pas 300 ans. Mais, en ces temps-là, on ne pouvait appeler cela une ville. Aïe, aïe, aïe. Il n'y avait pas alors de ville au sens moderne du terme. On trouvait éparpillées sur la terre par milliers des agglomérations d'importance plus ou moins grande, à ciel ouvert et ressemblant un peu aux dômes spatiens, mais très différentes de ceux-ci tout de même. Ces agglomérations-là ne comprenaient que rarement 1 million d'habitants et la plus importante de toutes atteignait à peine 10 millions. Du point de vue de la civilisation moderne, elles avaient été incapables de faire efficacement face aux problèmes économiques nés de leur développement. Or, l'accroissement constant de leur population avait obligé les terriens à rechercher une organisation réellement efficace. Tant que cette population n'avait pas dépassé le chiffre de 2, puis 3, même 5 milliards d'habitants, la planète avait réussi à la faire vivre en abaissant progressivement le standard de vie de chacun. Mais quand elle atteignit 8 milliards, il devint clair qu'une demi-famine la menaçait inévitablement. Dès lors, il fallut envisager des changements radicaux dans les principes fondamentaux de la civilisation moderne, et cela d'autant plus que les mondes extérieurs, qui, 1000 ans plus tôt, n'avaient été que de simples colonies de la Terre, devenaient d'année en année plus hostiles à toute immigration des terriens sur leur territoire. On aboutit ainsi à la formation progressive des grandes villes pour que celles-ci fussent efficacement organisées. Elles devaient être très grandes. On l'avait déjà compris d'ailleurs à l'époque médiévale, mais d'une façon confuse. Les petites entreprises et l'artisanat local cédèrent la place à de grosses fabriques et celles-ci finirent par se grouper en industrie continentale. La notion d'efficacité et de rendement ne pouvait être mieux illustrée que par la comparaison de 100 000 familles vivant dans 100 000 diverses maisons. Avec 100 000 familles occupant un bloc prévu à cet effet dans une cité moderne, au lieu d'une collection de livres filmés pour chaque famille, dans chaque maison, on créait dans le bloc une cinémathèque accessible à tous. De même pour la télévision et la radio. Poussant plus avant la concentration des moyens, on avait mis un terme à la folle multiplication des cuisines et des salles de bain, pour les remplacer par des restaurants et des salles de douche communautaires à grand rendement. Ce fut ainsi que petit à petit, les villages, les bourgs et les petites villes du temps jadis disparurent, absorbés par les grandes cités modernes. Les premières conséquences de la guerre atomique ne firent que ralentir un peu cette concentration. Mais dès qu'on eut trouvé les méthodes de construction capables de résister aux effets des bombes atomiques, l'édification des grandes villes s'accéléra. Cette nouvelle civilisation urbaine permit d'obtenir une répartition optimum de la nourriture et entraîna l'utilisation croissante de levures et d'aliments hydroponiques. La ville de New York s'étendit sur un territoire de 3000 km² et le dernier recensement faisait ressortir sa population à plus de 20 millions. La Terre comprenait environ 800 villes semblables dont la population moyenne était de 10 millions.
Chacun de ces villes devint un ensemble quasi autonome qui parvint à se suffire à peu près à lui-même sur le plan économique. Et toutes se couvrirent de toits hermétiques, s'entourèrent de murs infranchissables et se tapirent dans les profondeurs du sol. Chacune devint une cave d'acier, une formidable caverne aux innombrables compartiments de béton et de métal. La cité ainsi conçue était scientifiquement édifiée. L'énorme complexe des organes administratifs en occupait le centre. Puis venaient tout autour les vastes secteurs résidentiels, soigneusement orientés les uns par rapport aux autres et reliés par tous les tapis roulants, conduisant eux-mêmes à l'Express. Dans la périphérie se trouvaient les fabriques de toute espèce, les installations productrices d'aliments à base d'hydroponique et de levure et les centrales d'énergie. Et, au milieu de tout cet enchevêtrement, serpentait un prodigieux réseau de conduites d'eau, d'égouts, de lignes de transport de force et de voies de communication qui desservaient une quantité d'écoles, de prisons et de magasins. On en pouvait douter. La cité moderne représentait le chef-d'œuvre accompli par l'homme pour s'adapter au milieu dans lequel il fallait vivre et dont il devait se rendre maître. Il n'était plus question de voyager dans l'espace ni de coloniser les 50 mondes extérieurs, qui jouissaient maintenant d'une indépendance jalousement défendue, mais uniquement de vivre dans la cité. On ne trouvait pratiquement plus un terrien vivant en dehors de ces immenses villes, car dehors, c'était le désert à ciel ouvert, le ciel que peu d'hommes pouvaient désormais contempler avec sérénité. Un ciel que peu d'hommes, non, ce ciel que peu d'hommes. Mais pourquoi pas les femmes? Bah. Certes, toute cette étendue de territoire sauvage était nécessaire aux terriens, car elle contenait l'eau dont ils ne pouvaient se passer, le charbon et le bois, dernière matière première d'où l'on tirait les matières plastiques, et cette levure dont le besoin ne cessait jamais de croître. Les sources de pétrole étaient depuis longtemps taries, mais certaines levures riches en huile les remplaçaient fort bien. Les régions comprises entre les villes contenaient encore de nombreux minerais, et on en exploitait le sol plus intensément que la plupart des citadins ne le savaient, pour la culture et l'élevage. Le rendement en était médiocre, mais la viande de bœuf ou de porc et les céréales se vendaient toujours comme denrées de luxe et servaient aux exportations. Mais on avait besoin que d'un très petit nombre d'hommes pour exploiter les mines et les fermes ou faire venir l'eau dans les cités. Les robots exécutaient ce genre de travail mieux que les hommes et ils causaient beaucoup moins de soucis. Oui, des robots. C'était bien là l'énorme ironie du sort. C'était sur la Terre que le cerveau positronique avait été inventé et que les robots avaient pour la première fois été utilisés à la production. Oui, sur la Terre et non dans les mondes extérieurs. Mais cela n'empêchait pas ceux-ci d'affirmer que les robots étaient les produits de leur propre civilisation. Ah oui. Mais cela n'empêchait pas ceux-ci d'affirmer que les robots étaient les produits de leur propre civilisation. Dans une certaine mesure, on devait évidemment reconnaître au monde extérieur le mérite d'avoir réussi à pousser l'organisation économique par robot à un haut degré de perfection. Sur la Terre, l'activité des robots avait toujours été limitée à l'exploitation des mines et des fermes. Mais, depuis un quart de siècle, sous l'influence grandissante des Spatiens, les robots avaient fini par s'infiltrer lentement à l'intérieur même des villes. Les cités modernes étaient d'excellents ouvrages. Tout le monde, à l'exception des tenants du médiévalisme,
savaient fort bien qu'on ne pouvait raisonnablement les remplacer par aucun autre système. Leur seule faiblesse, elles ne conservaient pas toujours leur exceptionnelle qualité. La population terrestre continuait à croître, et un jour viendrait, tôt ou tard, où, malgré tous leurs efforts, les grandes villes ne pourraient plus fournir à chacun de leurs ressortissants le minimum vital de calories indispensable pour subsister. Or, cet état des choses se trouvait considérablement aggravé par la proximité des Spatiens, descendants des premiers immigrants venus de la Terre. Ils vivaient dans l'opulence grâce aux mesures qu'ils avaient prises, d'une part pour limiter les naissances, d'autre part pour généraliser l'usage des robots. Ils se montraient froidement résolus à conserver jalousement leurs confortables conditions d'existence dues à la faible densité de leur population. Il était évident que le meilleur moyen de conserver leur avantage était de maintenir à un niveau très bas le rythme des naissances et d'empêcher toute immigration des terriens. Spacetown en vue. Une réaction de son subconscient avertit Bailey que l'Express approchait du quartier de Newark. Or, il savait que, s'il demeurait à sa place, il se trouverait bientôt emporté à toute vitesse en direction du sud-ouest, vers le quartier de Trenton, où l'Express virait pour passer en plein centre de la région, fort chaude et sentant le moisi, où l'on produisait la levure. C'était une question de temps qu'il fallait soigneusement calculer. Il en fallait beaucoup pour descendre l'escalier en spirale, pour se frayer un chemin sur la plateforme inférieure, parmi les voyageurs debout et toujours grommelant, pour se glisser le long de la balustrade jusqu'à la sortie, enfin pour sauter sur le tapis décélérateur. Quand il eut achevé d'exécuter toutes ces manœuvres, il se trouva juste à hauteur de la sortie qu'il comptait atteindre. Or, pas un instant, il n'avait agi ni progressé consciemment, et s'il avait eu pleine conscience de ce qu'il faisait, sans doute aurait-il manqué la correspondance. Sans transition, il se vit dans une solitude presque complète. En effet, il n'y avait, en plus de lui, sur le quai de sortie du tapis roulant, qu'un agent de police en uniforme et, compte tenu du bourdonnement incessant de l'Express, un silence presque pénible régnait dans ce secteur. L'agent qui était là, en faction, s'avança vers Bailey et celui-ci, d'un geste nerveux, lui montra son insigne de détective, cousu sous le revers de son veston. Aussitôt, le policier lui fit de la main signe de passer. Bailey s'avança donc dans un couloir qui se rétrécissait progressivement et comportait de nombreux tournants à angles aigus. De toute évidence, ces sinuosités étaient voulues et destinées à empêcher les foules de terriens de s'y amasser pour foncer en force contre Spacetown. Bailey se réjouissait de ce qui avait été convenu entre Enderby et les autorités de Spacetown, à savoir qu'il rencontrerait son associé en territoire new-yorkais. Il n'avait, en effet, aucune envie de subir un examen médical, quelle que fût la politesse réputée avec laquelle on y procédait. Un spatien se tenait juste devant une succession de portes qu'il fallait franchir pour accéder à l'air libre et au dôme de Spacetown. Il était habillé selon la meilleure mode terrestre. Son pantalon, bien ajusté à la taille, était assez large du bas et comportait une bande de couleur le long de la couture de sa jambe. Il portait une chemise ordinaire en textron, à col ouvert et fermeture éclair et froncée au poignet. Néanmoins, c'était un spatien. Au premier coup d'œil, on constatait une très légère mais nette différence entre son aspect et celui d'un terrien. Attitude générale, port de tête, visage aux traits trop impassibles et aux pommettes saillantes, cheveux plaqués en arrière, sans raies et luisants comme du bronze. Tout cela le distinguait incontestablement. Bailey s'avança vers lui, non sans raideur, et lui dit,
d'une voix monocorde. « Je suis le détective Elijah Bailey, de la police de New York, catégorie C5. » Il tira de sa poche quelques documents et reprit. « J'ai ordre de rencontrer R. Daniel Oliva à l'entrée de Spacetown. Je suis un peu en avance, fit-il en regardant sa montre. Puis-je demander que l'on annonce mon arrivée? » Il ne put se défendre d'un frisson qui lui parcourut tout le corps. Certes, il était maintenant habitué aux robots de modèle terrestre et il savait qu'il devait s'attendre à trouver une sensible différence avec un robot de type spatien. Cependant, il n'en avait jamais encore rencontré et c'était devenu une banalité à New York que d'entendre colporter de bouche à oreille d'horribles histoires sur les robots effrayants et formidables, véritables surhommes que les mondes extérieurs utilisaient dans leur domaine lointain et scintillant. Et voici que Bailey ne put s'empêcher de grincer les dents. Et ici, à 31 minutes, j'arrête la lecture et je vous pose la question. Suspense. Quelle est votre vision de l'avenir pour ce roman? Qu'est-ce qui va se produire, non? Parce qu'il y a un suspense là. Et je vous laisse m'écrire ça en commentaire. Je veux savoir qu'est-ce que vous imaginez qui va se produire. J'ai déjà lu le livre, je vous dis pas le punch, vous le saurez à la prochaine lecture. Allez, à bientôt.